Alors, Serge Bouchard, je dois l'avouer, je suis très honoré de vous recevoir. Vous êtes le premier sage, je pense, qui vient à la balado. Je pense qu'on doit vous appeler comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette appellation? Oh, on va être d'accord. On est d'accord avec ça, mais il reste que. On me le dit de plus en plus souvent. On m'identifie là, dans mes sorties publiques, oui. conférences, à la radio, tout ça. On me dit sage. Oui. C'est un titre qui se gagne, ça, oui. Avec les années, j'imagine. Et j'ai assez d'années pour appliquer... Mais ça prend pas juste des années, ça prend... Et le reste. Oui, voilà. Vous êtes un intellectuel, homme de radio. On vous connaît beaucoup pour ça. D'ailleurs, le livre, là, vous venez nous parler de l'Allume-Cigarette de la Chrysler Noire, qui sont des textes qui, à l'origine, ont été écrits pour la radio. La radio, l'émission C'est Fou. C'est même de rien, hein, c'est de la vie. C'est faire de la radio, c'est une fois par semaine. Mais c'est quand même 44 semaines par année. Oui. Et puis, si tu mets 6 ans... C'est un médium... Puis moi, je fais 2 feuillets originaux, littéraires, de réflexion sur un thème à chaque semaine. Mais le mot-clé, c'est littéraire, parce que moi, je trouve qu'avant tout, puis c'est pas le premier livre de vous que je lis, je les ai pas tous lus, mais j'en ai lu, moi, je trouve qu'avant tout, vous êtes un homme de lettres. Vous êtes un littéraire. Oui. Puis ça, c'est une dimension, le côté littéraire des choses, c'est une dimension qui est disparue dans nos discussions en culture, en radio, en critique, etc. Ouais. On parlait des livres, je suis souvent invité à parler des livres, mais même on s'intéresse plus à autre chose qu'au caractère. L'histoire de la littérature, est-ce que ce texte a une qualité littéraire? Ouais. Et moi et ma blonde, qui est Marie-Christine Lévesque, qui est une femme de lettres, qui est bien plus folle que moi, mais elle va loin dans la perfection littéraire. Ce qui veut dire que chaque fois que je publie ou que je dis... Puis quand je le lis à la radio, c'est très, très travaillé. Là. Oui. C'est mais c'est autre chose, je trouve, que le lire. Ah, bien sûr. Ben non, mais là... Alors que c'est quand même deux médiums qui ont certains parallèles. C'est deux médiums intenses. Mais on parlait un peu comme McLuhan. Oui, mais depuis le début, j'ai une écriture parlée. Ah. Mon écriture a un souffle parlé. Ça se lit bien. Oui. Même mes autres livres, là, vous allez... Même mon premier livre en 1992-91, Le moineau domestique, c'est fait pour la radio, c'est fait pour dire des choses. D'ailleurs, le livre s'ouvre avec Écrire entre chien et loup, un texte qui est une magnifique réflexion sur l'inspiration, sur son côté fuyant. Et vous dites là-dedans que vous écrivez tous les jours depuis 30 ans? Oui, tout le temps. Donc, discipline essentielle pour que l'œuvre naisse? Je ne suis pas en condition physique, mais je suis en bonne condition psychique. Je me tiens en forme. Non, c'est sérieux. Tous les jours, comme là, je viens d'écrire encore cette semaine, puis là, la semaine prochaine, mon prochain édito, mais j'ai un autre manuscrit qui s'en vient sur les remarquables oubliés à propos des Premières Nations, puis des Métis. Donc, je suis toujours en train d'écrire comme un pianiste qui va se pratiquer tous les jours. Fait ses gammes. Je fais ses gammes. Chaque jour. Ses gammes et un peu de création et un peu de virtuosité. Moi, je fais ça tous les jours. Je considère que c'est ça que je fais dans la vie. Principalement, avec la radio, c'est l'écriture. Ouais. Et dans ce texte-là, vous parlez de... c'est une réflexion, en fait, sur l'inspiration. Oui, sur l'inspiration. Et parce que vous vous demandez d'où ça vient, comment ça nous tombe dessus, et vous identifiez deux moments flous, mais deux moments clés, l'aube et le crépuscule. Oui. Ce qu'au cinéma, on appelle le magic hour. Cette heure où on n'a pas besoin d'éclairage pour tourner. Est-ce que vos périodes d'écriture essaient de concorder avec ces deux périodes-là, idéalement? Êtes-vous un oiseau de nuit? Non, pas du tout, mais de matin. Je suis du matin. Mais ma vie a fait en sorte... c'était une grande réflexion chez les écrivains ou les écrivaines, à savoir, est-ce que je me donne les conditions? Une chambre à moi, Virginia Woolf, Flaubert qui dit, moi, je suis pas capable d'avoir une blonde. Il faut que je me cache. Puis je veux même pas... Je veux coucher avec elle, mais dans un hôtel. Je veux pas qu'elle vienne chez nous. C'est une réflexion existentielle, à savoir, est-ce que c'est ça qui est le plus important dans notre vie? Moi, j'ai jamais pensé ça, parce que probablement je suis trop ordinaire pour être Flaubert, mais j'ai des enfants, j'ai eu il y a toutes sortes de choses qui arrivent dans la vie, etc. La vie réelle. Puis j'ai installé mon écriture dans la vie réelle. Voilà. J'ai pas exigé un rituel d'écriture. J'ai un petit bout là, de table chez moi, puis j'écris. Puis il va y avoir du bruit, je vais l'écrire. Mais j'écris pas plus que 3 heures par jour. Je fais attention. Oui, non, c'est ça. Ma tête, c'est énorme. Puis c'est déjà énorme. 3 heures. C'est déjà un athlète. C'est dur d'écrire.
C'est une souffrance. Et c'est pour ça que le premier texte parle d'inspiration. Tu vis dans l'angoisse. Est-ce que ça va être ma dernière page? Ouais. Est-ce que ça va être mon dernier texte? Puis quand tu commences un nouveau, Ouais. tu te dis, m'en va où, le monde? Ça va venir où? Moi, je réussis parce que j'ai une part de travail. La part d'inspiration, vous avez je ne la maîtrise pas. Vous avez déjà des objets d'étude aussi dans ce que vous écrivez. Vous ne faites pas que de la fiction. Moi, je suis dans les thèmes et les objets Ouais. d'étude, effectivement. J'ai pas jamais écrit de roman. Il y a des choses qui m'intéressent, il y a des choses qui m'intriguent, il y a des choses qui m'interrogent. Et puis, j'ai ma vie aussi, ma charrue a ramassé beaucoup de choses. Puis, il faut bien que je traite ça. À un moment donné, je regarde ces choses-là. C'est là qu'est mon inspiration. Mais la vraie inspiration pour des textes fabuleux, puis j'en ai quelques-uns dans toute ma collection, j'ai jamais compris ce qui s'était passé là. Ah ouais, hein? Non, jamais compris ce qui s'était passé. Je devais l'avoir dans le bras Ouais. ou dans la tête. Ouais. Mais tu sais, ça sort en une demi-heure. Tu te dis, ah non, ça, j'ai fait ça. Puis ça devient tout de suite, tous les écrivains vont le dire, toutes ces écritures-là deviennent étrangères à soi. À son auteur. Non, mais moi, l'allume-cigarette, là, je le regarde, il est déjà parti. Ouais, non, ça, je peux comprendre. C'est ça. C'est plus moi, là. Ouais. Vous parliez de Flaubert tantôt, qui ne veut pas laisser de femme entrer dans sa vie pour ne pas spolier son talent. Vous, c'est pas votre cas parce que les femmes occupent une place importante dans ce livre. Votre mère, oui, entre autres. Commencer par ma mère, oui. Qui est un personnage considérable dans l'histoire de ma vie, que je mets en mythe un peu, là, tu sais, que j'organise un peu les infos pour créer un personnage qui est ma mère, mais qui correspond à ce qu'elle a été vraiment. C'est une mère qui nous démontre surtout qu'il faut se méfier des lieux communs en analyse sociologique. Ma mère, c'est l'époque de Duplessis, c'est l'époque de la crise. Tu sais, donc, dans un Québec apparemment inintéressant. Mais pourtant, qu'on dépeint beaucoup comme ça. Avant la Révolution tranquille, il n'y a rien. C'est soumis à l'ordre, etc. Tandis que ma mère est une anarchiste, anticléricale. Féministe. On est dans les années 50, faut faire attention. Donc, elle déteste les hommes, elle déteste les curés. Et surtout, elle déteste les riches. Et ça, c'était particulier. Elle trouvait que tout riche était suspect. C'est-à-dire qu'il avait pris l'argent qu'il avait. Pouvait pas être il fallait que ça vienne de quelque part. façon noble. Ben, ça venait des pauvres. C'est-à-dire, plus ils créaient de pauvres, plus ils étaient riches. Donc, ma mère avait une sorte de dynamique, une dialectique que certains appelleraient hegelienne ou marxiste. Elle n'a jamais lu Hegel, elle n'a jamais lu Marx, mais juste avec ses lectures. Mais il faut se dire, bon. Elle lisait beaucoup, par exemple. C'est une autodidacte. Une maniaque, là, une lectrice. Elle passait ses journées à lire jusqu'à sa mort. Jusqu'à temps qu'elle perde ses yeux, mais elle les a perdus à 91 ans, 92 ans. Donc, elle a toujours lu. Et c'est une femme qui n'était pas agréable du tout. Oui, parce que le texte, en tout cas, un des textes que vous lui consacrez s'appelle « Ma mère n'aimait pas les gens ». Elle n'aimait pas les gens. Mais vraiment, mais pour les bonnes raisons, j'imagine. Oui, il y a plein de bonnes raisons de ne pas aimer les gens. Oui. Écoutez, on peut pas se rappeler ces gens-là. Elle est venue au monde en 1919, la pauvreté extrême du faubourg. Là, chaque fois que je suis à Radio-Canada, je pense au fait que je suis en train de travailler sur les taudis. Oui, le faubourg à Blas. Où ma mère est venue au monde et a été élevée. Élevée est un bien grand mot, parce que, regarde, ils en ont mangé. Et ça, on ne peut pas le savoir. Alors, donc, elle, c'est un grand personnage qui combat la pauvreté, qui combat son destin, qui combat tout ça. Elle était très dure. Elle était dure, c'était pas une femme... Mais par contre, paradoxe, c'est une femme de compassion. Elle pouvait aider... elle pouvait avoir de la compassion. Mais généralement, les relations sociales, les politesses, les choses, le monde... Le small talk, ce qu'on appelle... Elle n'était pas là. Elle était pas là. Puis elle disait les choses comme les choses sont. Elle avait voulu être médecin. Elle n'avait pas pu être médecin à cause de la structure sociale. Les universités ne prenaient pas tant de femmes, mais n'en prenaient pas, en fait. Elle n'avait pas l'argent pour ça. Puis elle aurait aimé ne pas avoir d'enfants. Ah ouais, ça, c'est intéressant. On était 4 enfants, mais on se faisait dire qu'on était ses charges. Ah ouais. Et, mais nous, ça ne nous a jamais dérangé. Non, ça n'a pas été un traumatisme. Donc, non, il n'y en a pas eu de traumatisme quand on était jeune. Non, ça n'existait pas. C'est une belle époque, ça, parce qu'aujourd'hui, on carbure à ça. Hein?
On a l'impression. J'ai déjà écrit dans un autre livre, je crois que c'était au temps des Mammouths les deux, j'ai écrit un texte dans lequel je disais que s'il y avait eu des psys, si j'avais vécu à cette époque-ci, j'aurais passé mon temps avec des spécialistes pour l'enfance, parce que nous étions, en fait, des délinquants, je détestais l'école. Oui, mais oui, ça vous en parlez dans un autre texte, mais oui, vous étiez un détesteur d'école. C'était pas le fun. J'ai jamais pensé que l'école, ça devait être intéressant pour les enfants, ni aujourd'hui, ni hier. Ouais. C'était dur. Des fois, on avait des mauvais profs. On se faisait battre à l'école, en plus. Et dans la cour d'école. Et dans la classe. Et dans la classe, par les maîtres. Donc, c'est un milieu très agressant, cette école. Ennuyant, mourir. Ça n'a pas beaucoup changé, je pense, en tout cas. C'est ça, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Ben moi, j'ai un garçon de 15 ans, puis il me ressemble beaucoup, parce que moi aussi, je me sens emmerdé à l'école, mais je me rends compte, puis je ne veux pas lancer la pierre aussi. Bon, moi, j'ai choisi l'école publique pour mon garçon. Moi, je trouve ça important qu'il aille à l'école publique. C'est là qu'il voulait aller aussi, mais il va à l'école, il se lève le matin, mais il n'aime pas ça. Il ne trouve pas ça intéressant. C'est ça. Puis moi, je trouve encore que c'est normal. Ouais. On n'a pas à aimer l'école, à dire « Hey, maman, je m'en vais à l'école, j'aime ça. Ça. » C'est un passage obligé, c'est un rite. On a vieilli. Moi, j'ai vieilli à l'école. Pour un gars qui n'a pas aimé l'école, j'ai fait le curriculum jusqu'au doctorat. Ben c'est ça. Donc... Je voulais en parler plus tard, mais on peut en parler là. C'est que ce qui est intéressant aussi, parce que dans ce texte-là, c'est que vous dites, des fois, il faut prendre son temps aussi, puis le devenir de quelqu'un se développe à chacun son rythme un peu. C'est pas dit comme ça, mais c'est un peu ça qu'on comprend. 1, à chacun son rythme. 2, il faut laisser le temps au temps. Puis 3, il y a plusieurs formes d'intelligence. Puis ça, on est en train de le découvrir. Moi, j'avais une imagination débordante. Alors, ça m'ennuie beaucoup à l'école, où on nous dit le concept est un concept, le mot est un mot, 1 + 1 = 2, puis ça finit plus. Puis il y a une vérité, puis il y a une fausseté. Moi, j'étais... Des fois, vous, 1 + 1 faisait plus que 2. Des fois, ça faisait 3, des fois, ça faisait 4, selon mon goût. Donc, j'étais un imaginatif. Je n'étais pas le seul au monde. Il y en a un paquet des gens comme moi qui ne comprenaient pas cette contrainte conceptuelle de l'apprentissage qu'on nous imposait. Mais dans des domaines où j'accrochais pas, c'était l'histoire. Ah ouais? Les gens m'intéressaient pas. Ah, c'est étonnant, ça. Je les trouvais ennuyeux. C'est étonnant. J'aurais dit mathématiques, moi. Oui. Non, oui, sûrement. Mais non, sûrement. Mais en histoire, je trouvais, surtout au primaire, je trouvais les gens dégueulasses. La façon qu'ils racontaient l'histoire du Québec puis du Canada, puis je le trouve encore. Là. Mais ça, pour des raisons... Mais vous en avez fait un peu une de vos spécialités, oui, de raconter peut-être les personnages méconnus, mais quand même, vous avez ce talent-là, ce qu'on appelle aujourd'hui un mot que j'aime pas beaucoup, le storytelling, mais vous avez ce talent de raconter des faits historiques et des gens qui ont fait l'histoire. C'est ce que j'aime, et je vais dans des zones qui s'appellent l'infra-histoire, c'est-à-dire tous ceux dont on n'a pas raconté l'histoire. Ben, ça veut dire les femmes, sûrement. Ça veut dire les pauvres, ça veut dire les coureurs de bois, ça veut dire... Et surtout, ça veut dire les Premières Nations. Moi, ma première indignation, ça a été les Premières Nations. Ma deuxième, ça a été la nature. Je suis blessé à chaque arbre qui tombe inutilement. Je sais bien qu'il faut qu'on coupe des arbres, j'en ai coupé moi-même. Mais l'arbre inutilement coupé, ça, c'est une blessure. Surtout l'arbre centenaire. Mais vous avez grandi à Pointe-aux-Trembles. Oui. Comment cette indignation-là envers les Premières Nations est née? Il y a un rapport entre les deux, parce que mon vieux Pointe-aux-Trembles, à moi, qui n'existe plus, c'était un Pointe-aux-Trembles industriel prospère. Donc, c'était 7 raffineries de pétrole, 2 cimenteries, une Noranda Copper en plus. Ça vous donne un portrait. C'était un haut lieu de quartiers industriels d'Amérique du Nord. Puis on était tous de bonne humeur, à cause des jobs, puis c'est la croissance économique, puis on était tous contents d'être des boilermakers, puis des chauffeurs de truck. C'est les 30 glorieuses, là, on les voyait. Là. Ça marchait tempête. Personne n'avait prononcé le mot écologie, empoisonnement à l'arsenic, empoisonnement au sulfure. Personne ne pense. Mais même si on a été élevé avec un ciel jaune... notre ciel était jamais... Il faisait jamais vraiment beau à Pointe-aux-Trembles. Mais on était heureux et j'ai été élevé... c'est ça, je regarde ça puis je me dis, mon Dieu, je serais supposé être mort d'après les statistiques.
Je suis pas mort, premièrement, mais surtout, j'ai été heureux. J'ai eu une enfance heureuse dans ce milieu-là. Mais c'était un milieu dur et urbain et industriel, donc très laid. Ouais. Mais dans un milieu naturel très beau. Parce que Pointe-aux-Trembles, c'est une des plus belles... C'est un des plus... C'est drôle, c'est un des plus beaux endroits de l'île de Montréal, sur la nature. Les îles, le fleuve, la rivière l'Assomption, la rivière des Prairies, l'archipel... Ah non, franchement, c'est beau. Mais ça a été sacrifié à l'industrie. Ouais. Donc, moi, je rêvais des grands espaces verts sur la carte du Canada. Là, il n'y avait pas de point, il n'y avait pas de ville, il n'y avait rien, juste la forêt. Donc, c'est une sorte de fantasme. J'ai développé un fantasme naturel qui a été un carburant pour toute ma vie, finalement. On parlait des femmes, on a parlé de votre mère tantôt. Il y a aussi votre tante Ida. Tante Ida. Tante Ida. Et c'est un autre beau texte parce qu'il y a toute l'histoire de la mort. Parce que, elle habitait au bout de la ruelle où il y avait un salon mortuaire. Et là, vous étiez jeune et il y avait une fascination autour de ce salon mortuaire-là. Parlez-nous un peu d'elle. Mais ma tante Ida avait élevé ma mère. C'est la sœur de la mère de ma mère. La mère de ma mère est morte très jeune, de façon mystérieuse. Ma mère avait toujours dit que son père l'avait assassinée. Quelque chose comme ça. Une histoire de famille. Mais... Elle avait été élevée... On en a tous un meurtre comme ça dans notre famille, enfoui. Mon père, quand il est mort, il ne voulait pas être enterré dans la famille de ma mère parce qu'il disait qu'il y avait des assassins qui étaient enterrés là. Mais Ida va élever les enfants, donc 4 filles qui sont orphelines. Du Faubourg Amelas. Elle va les élever au coin de Lormier, elle va les prendre sur le coin de Lormier puis Laurier. Elle va les prendre, elle va les élever. Puis ensuite, ma mère va garder Ida quand Ida va être vieille. C'est un drôle des choses. Alors, on est dans l'état un peu naturel des choses. Et cette tante Ida était grosse. Et elle nous gardait. Elle demeurait en haut. Et elle nous gardait. Puis c'était dans l'ancien temps, j'ai des beaux souvenirs. Elle nous donnait de l'orangeade croche. Hey, c'est pas grand-chose d'être heureux avec de l'orangeade croche. On n'avait pas le droit à la maison, mais quand on allait, j'étais dans le temps. Et un jour, on jouait. Ma soeur, mon frère et moi, on est petits, là. On jouait, puis ensuite, on a demandé quelque chose à tante Ida, qui était assise dans une chaise berçante. Elle se berçait toujours. Et puis, elle bougeait plus. Donc, on l'a vue morte. Donc, il touchait, on l'abrassait, puis elle était morte. Bon, elle était morte. Elle avait arrêté de se bercer. C'est d'ailleurs la définition de la mort, arrêter de se bercer. La chaise berçante arrête. Là, on a découvert jeune, c'est l'expérience, c'est expérientiel, comme on dit. On a vu la mort. Mais nous, on y pensait à la mort à cause du salon mortuaire au bout de la ruelle. C'est ça. Mais on n'avait peur. Jamais. On avait peur des morts. Ben oui. Quand la voiture noire arrivait, le camion noir arrivait pour rentrer par derrière le salon mortuaire, on se poussait les jeunes parce qu'on avait peur des morts. Mais le texte dit, on a réalisé que ma tante Ida n'était plus là. On la pinçait, on la poussait, on a appelé maman, puis elle est venue, puis elle était adulte, elle a réalisé que la tante était morte, mais nous, alors après ça, on n'a plus eu peur des corbillards, parce qu'on a su, c'est le texte dit, on a su qu'il n'y avait personne dedans. Il n'y a jamais personne dans un corbillard, il y a un corps, mais ma tante Ida n'était pas là. Elle n'était pas dans le salon mortuaire, elle n'était pas dans le cercueil, elle était pas elle était partie. Mais elle flottait un peu. Peu. D'ailleurs, j'ai déjà écrit un texte sur les chaises berçantes dans un autre livre qui dit que le vieux et la vieille, ils se bercent parce qu'ils prennent un élan pour passer de l'autre côté. Puis à un moment donné, quand ils passent, ça arrête. Quand vous parlez des femmes dans votre livre aussi, vous dites que sans elles, vous auriez probablement mal tourné. C'est-à-dire que, ça c'est très drôle, vous auriez fini en prison ou grand patron de quelque chose. Je suis très, très content que vous l'ayez attrapé. Ah oui, hein? Parce que pour moi, c'est pareil. Oui. Oui, les femmes m'ont fabriqué, les femmes m'ont... Puis je le dis pas juste par convention, pour être gentil. Ma mère, bien sûr, qui est un personnage que même si c'était méchante et désagréable, ma mère était le guide parfait. À cause de lecture, à cause du respect pour... J'ai remarqué, parce que moi, c'est mon cas aussi, c'est souvent les femmes qui amènent les enfants vers la lecture. Oui, c'est très, très vrai. D'ailleurs, moi, mes fans sont beaucoup, beaucoup les femmes dans des livres. Ensuite, très jeune, je suis tombé en amour avec une femme, Ginette Noël, une femme remarquable, tout simplement une femme remarquable, puis il y en a beaucoup, puis moi,
tellement bien tombé, j'aurais pu mal tomber, mais je suis tombé sur une femme extraordinaire qui m'a obligé à être discipliné. Qui était une femme d'action, qui était une femme de production, qui était une femme, regarde, si tu veux faire une thèse de maîtrise, tu n'en parleras pas pendant 25 ans, c'est pas vrai. Fais-la. Tu vas la faire, puis après ça, on en parlera. Donc, j'avais un pistolet sur moi. Et tous les projets étaient comme ça. Ouais. On dit qu'on fait ça, on va faire ça. Et, on s'est beaucoup aimés. On a eu beaucoup de difficultés ensemble parce qu'on est des gens de 1968, là, mais parce que ça a été des grandes tribulations comme couple. Mais on est passé au travers, par amour. On est passé au travers de tout ça. Et puis, Ginette est tombée malade. Je l'ai accompagnée sur une très, très longue période de sa maladie. C'était le cancer. Là, c'est pas, donc, elle a eu 5 cancers sur 12 ans pour finalement y succomber. Mais elle était jeune. Elle avait 46 ans. Et puis, j'ai eu une grande, grande peine d'amour. J'ai perdu mon amour. Et je ne croyais... Donc, cette femme-là m'a tenu debout. Elle m'a tenu droit. Elle m'a donné un orgueil de « fais ce que tu as à faire et fais-le ». Est-ce que vous aviez l'impression, quand elle vous a quitté, de perdre cette droiture-là ou cette discipline-là qu'elle vous apportait? J'étais désespéré, comme tout le monde. N'importe qui pourra témoigner comme je le fais. Là, quand on perd un grand amour, puis j'étais 27 ans avec cette femme-là. On était en enfer ensemble, on était au ciel ensemble. Il n'y a rien qu'on n'a pas fait ensemble. On a beaucoup voyagé, on a eu des projets. Et là, je l'avais perdu. Pendant 3 ans, j'ai perdu la carte. Totalement. Vous avez erré. Je revois ça, là. J'étais veuf à 47 ans. Et jusqu'à 50 ans, je ne sais pas ce que j'étais. Puis je vous le dis pas. Non. Puis, je devine un peu. Puis tout le monde... Et je devine pas en même temps. Non, mais exactement. Tout le monde sait très bien. C'était tout croche. Et je me suis amené à 50 ans. Puis j'y croyais plus, de toute façon. Je croyais plus à 50 ans, à la possibilité de refaire... À la suite. À la suite. Voilà. À une suite du monde. Mais elle est arrivée. Il faut avoir de l'espoir. Elle est arrivée. J'ai rencontré une femme... puis cette fois-là, une femme de lettres. Ma première femme était notaire. Celle-là était une femme de lettres. Marie-Christine, là, ça fait 22 ans que j'étais avec elle. Puis c'est une autre malade, là. C'est une littéraire folle, là. Puis qui me connaissait par la radio un peu. J'avais déjà commencé à faire de la radio à l'époque. Puis qui avait lu des livres, et tout ça. Puis qui est devenue extrêmement exigeante avec moi. Puis qui est devenue une collaboratrice. On travaillait ensemble. On était un couple. On travaillait ensemble. Puis on écrit ensemble. C'est bien, ça, On a écrit des livres ensemble. Et elle est formidable. Elle aussi me fabrique et m'a poussé beaucoup plus loin dans l'écriture. Me pousse toujours beaucoup plus loin. T'es capable de faire plus. Fais attention, fais ci, fais ça. Bon, elle analyse la radio. Pas trop, mais oui. Pas trop, mais oui. Et elle a toute l'écriture aussi. Donc, elle devient une compagne extraordinaire, un complément, une compagne. Moi, j'ai apporté beaucoup à elle, et elle m'a apporté beaucoup. C'est la définition d'un couple. Tout à fait. C'est une très belle définition d'un couple. Voilà. Évidemment, on parle de la mère, il faut parler de votre père, parce que dans le fond, la Chrysler Noire, c'était la voiture fonction, on peut dire ça? Il était chauffeur privé. Oui. C'est un métier quand même peu usuel. Ben, il nous racontait toutes sortes de belles histoires fantastiques quand il revenait, tu sais, qu'il avait conduit Mickey Rooney, des stars d'Hollywood. Des politiciens aussi, j'imagine? Oui, qui venaient à Montréal. Puis il y avait des grands patrons aussi qui étaient réguliers. Il était chauffeur privé, c'est pas compliqué. Et il est devenu chauffeur de taxi, puis tout ça, mais c'est un chauffeur professionnel, de toute façon, mon père. Mais cette voiture... Est-ce que parce que vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup conduire, faire de la route, vous l'avez déjà dit, est-ce que ça vient de votre père, j'imagine? Moi, je pense que oui. Je pourrais dire que oui. Je ne sais pas à quel point ça se transmet, mais... Mais mon père n'était pas au long cours, aux longues distances. Non. Il était vraiment un urbain. Montréal, pour lui... C'est son territoire. Quand on allait quand il partait pour aller à New York, c'était son grand plaisir en voiture automobile. Puis il arrivait à New York, il était meilleur que les New-Yorkais. Il engueulait les New-Yorkais, il s'arrangeait dans le trafic. Mais c'est intéressant parce que ça vous m'amenez, en fait, où je voulais aller avec ça. C'est-à-dire que vous le qualifiez de rêveur d'Amérique, ce qui est très beau. Oui. Et je trouvais que c'est drôle parce qu'on a reçu Christian Dufour au début de cette saison-ci qui parlait comment les Québécois, dans le fond, étaient des gens qui avaient la difficulté à laisser aller le Québec parce le Canada, en fait, cette idée du Canada initial et d'occuper ce territoire-là en Amérique est très présent, est comme
présent dans bien des gens, même si tu vois que c'est même pas intellectualisé, ce qui fait qu'ils ont de la difficulté à se détacher de ça. Puis ça me faisait penser un peu à ça, cette idée de rêveur d'Amérique, quelqu'un qui se trouvait bien dans cette dimension américaine. Oui. Mais je ne sais pas si je l'ai bien compris. Non, mais c'est en plein ça. C'est vrai, M. Dufour a raison aussi, mais il y a un grand déchirement dans notre identité et dans notre définition de notre course historique. Ouais. On nous a habitués à croire que nous sommes les enfants de la vallée du Saint-Laurent. Ouais. Nous sommes les enfants entre Gaspé et Montréal et Gatineau, tout se passe là. Puis en dehors de ça, c'est très dangereux. Puis en dehors de ça, on n'a jamais été. On n'a pas débordé ces frontières-là. Puis la religion catholique, puis une certaine tradition nous a gardés autour du clocher. Intacts autour du clocher. C'est le cas de le dire. Ouais. Or, l'histoire francophone de l'Amérique, notre histoire à nous, est complètement le contraire de ça. C'est-à-dire qu'il y a une très, très grande partie des francophones dans l'ancien temps qui ont quitté la vallée du Saint-Laurent et qui ont tenté la grande aventure américaine. Ils l'ont tenté de toutes les façons. Ils l'ont tenté en exploration, ils l'ont tenté pour faire fortune, ils l'ont tenté parce qu'ils ne voulaient pas avoir de curieux sur le dos, ils l'ont tenté pour toutes les bonnes raisons, la liberté. Mais ce faisant, ils ont eu une épopée extraordinaire, la vraie épopée. C'est-à-dire qu'ils ont été, ça a fini ça en Arizona, Nouveau-Mexique, ça a fini en Oregon, ça a fini en Californie, en Colombie-Britannique, au Yukon. Donc, c'est l'Amérique entière qui a été embrassée, mais le nombre n'y était pas. Ouais. Donc, ça n'a pas pu durer. Et puis, les Canadiens anglais ont fait leur épopée, puis ils n'ont jamais pris les francophones en compte. Et les Américains ont fait leur épopée, mais là, ça, c'est mal. Puis dans les Américains, ils inventent le cowboy, mais ils ne diront jamais que les premiers cowboys parlaient français. Ben oui, c'est ça. Pas vrai. À cheval, avec des chapeaux. Il y a eu un film, d'ailleurs, c'est pas Jean Godbout qui avait fait un film sur Will James? Oui, sur Will James, qui abordait cette question-là. Oui. Qui abordait cette question-là, mais là, c'était une sorte d'imposture, quand même. Mais au-delà de l'imposture, il y avait des vrais... Quand j'ai raconté à la radio l'histoire de Félix Aubry, ce gars-là, Félix Aubry, qui est un gars de Louisville, ici, durant Trompe-Souris, c'est un gars qui va aller à Saint-Louis et qui va devenir le plus grand convoyeur entre Saint-Louis et Santa Fe. Donc, il y avait des chevaux, il y avait des mulets, il y avait des mules, puis il y avait un pistolet, puis il y avait un chapeau. On a toute sa représentation. C'est un des plus grands ouvreurs de pistes de l'histoire d'Amérique du Nord. Il s'appelle FX François-Xavier Aubry. Ancêtre des cowboys. Puis qui va mourir d'ailleurs dans un saloon à Santa Fe, poignardé par un maudit Américain. Des personnages comme ça, il y en a des centaines. Ouais. Il y en a des centaines. Pourquoi l'histoire officielle, entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais pourquoi on ignore encore ça? Le clergé. Le clergé on est encore dans l'héritage des histoires nationales du chanoine Groulx. D'ailleurs, on a des retours de Groulx avec toute l'idéologie de Mathieu Bock-Côté de raconter ceci, de raconter cela. Cette espèce de Québec fantasmé. Ben oui, nous avons été protégés, nous avions une société, nous avons toujours une société, nous avons une identité. Oui, on a une identité, mais laquelle? Et nous sommes très nord-américains. Alors, mon père faisait la preuve. Il n'aimait pas beaucoup les Canadiens anglais. Mon père, lui, tu disais, là, tu lui donnais une voiture, il n'avait pas idée d'aller à Toronto, ça ne venait pas du tout à l'esprit. Lui, il s'en allait à New York. Il s'en allait à New York, il s'en allait à Washington. Mon père aurait été à l'aise à Pittsburgh, à Cleveland, mais pas à Paris. Donc, ni les Français, ni le colonialisme français ne le frappaient, pas du tout. Les Français, ils ne connaissaient pas. Il était américain. D'ailleurs, j'ai un texte qui dit « Mon père était un Américain ». Et les Canadiens français, qui sont des Québécois aujourd'hui, traînent cette vieille nostalgie d'avoir fait partie de la Révolution américaine et d'être un État américain. Biz dans ses livres, entre autres, parce que je pense que vous avez eu une collaboration. On travaille ensemble. C'est ça, il m'en a parlé parce qu'il est venu à la balado il y a 2 semaines, 3 semaines. C'est ça, on travaille ensemble à un projet. C'est très difficile. Je l'ai proposé souvent à Radio-Canada, à d'autres diffuseurs, cette série. Il n'y a pas de secret, là, c'est une série sur le road trip nord-américain francophone. Les diffuseurs ne s'intéressent pas. Ils ne comprennent pas, je crois.
l'importance de la chose, la profondeur de la... Vous savez que nous, on pourrait la faire ici, à la balado de Fred Savard. On a tout l'équipement. C'est un terrain de jeu, on est 100% indépendant. Si je vis encore plus que 3 ans, les projets continueront. Ben oui. Parce que, de toute façon, je peux plus prendre la route maintenant. Alors, je le ferai à partir de Le Sage, qui est à Montréal, qui reçoit les voyageurs, puis qui interprète les histoires qu'ils vont aller chercher sur le territoire. Mais c'est d'une richesse, je le dis, là, c'est d'une richesse inouïe. J'en suis persuadé. L'histoire du Wisconsin, l'histoire de l'Illinois, l'histoire des francophones du Minnesota, partout. Et c'est des choses... C'est des choses précises. J'entendais encore à la radio l'autre jour quelqu'un c'était à 98.5, qui parlait des Blackhawks de Chicago. Puis on disait, les Blackhawks, c'est le nom d'un régiment militaire. C'est pas vrai du tout. Les Blackhawks de Chicago, ils parlaient des logos qui vont enlever, puis les Indiens qui sont insultés. C'est le contraire, les Blackhawks de Chicago. Ils font honneur à Blackhawks, qui est un personnage qui a vraiment existé, qui a fait la guerre à l'armée américaine dans la région de Chicago, qui a été exilé, c'est-à-dire son peuple a été massacré. Mais cette tête d'Indien-là, c'est une histoire, c'est un personnage, c'est un monsieur. Puis je vais plus loin que ça. Si j'étais à RDS, je leur expliquerais que les Blue Jackets est un personnage qui existait à Columbus. Ben oui. À Columbus. Oui. C'est des Indiens, des chefs, qui se sont battus pour résister à la politique américaine de déplacement, d'exil et des choses comme ça. Donc, ça vient nous chercher dans tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Conclusion, nous sommes des Nord-Américains. Notre français est nord-américain. Nous sommes des Nord-Américains. C'est dur pour un nationaliste dur de dire ça, parce qu'on veut être Québécois, puis être Québécois, c'est pas... Être spécifique, en fait. Mais c'est ça. Détacher un peu du territoire. Puis c'est plate pour les autres, parce que c'est un débat très actuel, parce que quand Mme Bombardier dit les gens ne parlent plus ceci, ils ne parlent plus français, mais va donc faire un tour pendant 40 ans pour aller vivre à Willow Bunch. Tu vas voir que tu vas peut-être avoir une couple de termes en anglais. mais l'histoire de Willow Bunch en Saskatchewan, c'est francophone. L'histoire du Minnesota, c'est francophone. Mais qu'est-ce qui en advient? Qu'est-ce qui va en advenir? Là, on n'en sait rien. Mais j'aurais travaillé beaucoup dans ma vie pour essayer de la ressortir, cette affaire-là. Ben moi je trouve ça fascinant parce que quand Christian Dufour est venu, tu sais, je suis pas le plus. Moi je le voulais parce que je trouvais ça intéressant. En fait, son livre c'est sur la proportionnelle, mais on est allé au-delà de ça parce qu'on a vraiment parlé du pouvoir de comment le Québec francophone entre autres négocie à sa capacité d'avoir du pouvoir dans ce continent. Et je trouvais très intéressant cette idée-là parce qu'on a de la misère à expliquer pourquoi le projet indépendantiste, oui, il y a eu deux référendums perdants, mais que cette idée-là s'effrite. Et je trouvais ça intéressant, l'idée de... en tout cas, on a l'impression que c'est frite de Christian Dufour, que dans le fond, on n'a jamais été si souverainiste que ça. Puis on le voit bien avec le gouvernement de la CAQ qui ramène une espèce de nationalisme fédéral, si on peut dire, et ça fonctionne. Mais on pourrait renouveler l'idée de souveraineté en disant simplement, il est vrai que dans l'histoire, le seuil critique politique a été atteint au Québec. Depuis le début du 20e siècle, ça fait quand même 120 ans. De toute façon, depuis la Confédération, le Québec fait du trouble à tout le monde. Ce qui nous indique qu'il y a un petit volcan politique qui a toujours été... Tu sais, le Saskatchewan, là, ça dérange pas grand monde. Non. Tu sais, un premier ministre Saskatchewan dans l'histoire du Canada, là, ça n'a pas fait beaucoup de dossiers. Non. Mais si tu prends le Québec, là, moi, j'ai toujours aimé Duplessis pour ça. Il haïssait le fédéral. Puis il se levait le matin, puis il se réveillait la nuit, comme l'expression dit, pour les haïr, pour leur donner du trouble. Donc, il disait au fédéral, ça sera pas facile, mon ami. Quand tu vas nous parler à moi, ça sera pas facile. On va parler des impôts, on va parler des juridictions, on va parler... Donc, il y a toujours eu un foyer politique. Le Québec a eu le seuil critique pour générer des politiciens... Un levier, en fait. Oui, des politiciens francophones. Le Canada anglais ne réussit pas à produire de politiciens. Allez là me dire pourquoi. Tu sais, c'est pas vrai qu'Andrew Scheer, tu peux le sortir dehors là, pour le montrer au monde. C'est pas vrai. Tu es obligé de le faire parce qu'il est là. Mais non. Tandis qu'au Québec, on les sort à pocheter les politiciens. Qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais. Des fois, on les aime moins. Mais non, mais ça, c'est ça. Parlons... C'est pas, mais le métier de politicien. Oui, tout à fait. C'est intéressant, ça. Robert Bourassa, c'était un politicien. Oui. Tu peux pas, il était pas un joueur de hockey, c'était pas un boulanger, c'était un politicien. Il mangeait, il en respirait.
Et il était probablement plus nationaliste que bien des nationalistes à rapport à ça. Mais les premiers ministres du Québec ont toujours été des empêcheurs de... Bon, ça, c'est vrai. Ouais. Mais maintenant, sur quoi fonderais-tu un pareil pouvoir? Sur une identité particulière, etc. Mais moi, je trouve qu'à l'inverse, oui, l'identité particulière, c'est sûr, on parle français, c'est pas besoin de le démontrer. Tu as juste à parler. On sait bien que tu parles français. Mais de dire, nous appartenons à l'Amérique. De dire aux Américains, ben ouais, on jase, c'est le fun, on va faire un banquet, on va être chumé. Mais sais-tu que le premier maire de Los Angeles était Canadien-Français de Montréal? Mais sais-tu qu'il y en a eu 2, Damien Marcheseau, puis il y en a eu un autre, Baudry? Sais-tu que l'Oregon, ça a été fondé par mes ancêtres? On parlait français en Oregon. Sais-tu que si, puis là, tu finis plus, puis là, on est chumé, puis l'autre, il dit, ben, écoute, on est dans la même famille, finalement. C'est là qu'il faut aller, je pense. Ça s'appelle l'ouverture. L'ouverture est nous déclarer qu'on a pas des droits, mais qu'on a des lettres de créance nord-américaines. On parlait tantôt de l'époque de Duplessis, il y a votre climat familial, puis moi, il y a quelque chose que je trouve intéressant aussi, c'est que vous dites que vous avez été élevé dans la croyance religieuse, en fait, dans un athéisme doux. C'est-à-dire que, et c'est une époque où le clergé était omniprésent, évidemment, mais pas chez vous, pas beaucoup, en fait. En fait, il n'était pas là. Mais ma mère n'était pas une militante anti. Elle n'était pas militante laïque, elle n'était pas militante athée. Mais il n'y avait pas de crucifix chez nous, il n'y avait pas de discours religieux chez nous. Il y avait même un anti-discours religieux parce que quand on apprenait le catéchisme à l'école, elle nous défaisait le catéchisme. Elle détricotait ça le soir en disant c'est pas vrai les enfants, puis tout ça. Mais elle n'a jamais demandé qu'on soit dans une école particulière ou qu'on n'allait pas à messe, puis c'est tout. Et puis, elle n'a pas contesté, mais on n'a jamais eu de tradition de culture religieuse à la maison. Mais il y a un des points qu'elle n'aimait pas de la religion catholique. Mais il y en avait 2. Elle n'aimait pas l'hypocrisie financière de la religion catholique, c'est-à-dire la richesse concentrée du clergé. Elle n'aimait... acheter des indulgences, permettre aux plus nantis d'acheter des indulgences. C'est une business. C'est une business. Si t'es au Vatican, il y a une banque du Vatican, puis il y a de l'argent là-dedans. Bon. Puis elle n'aimait pas non plus, mais ça c'était un trait de la famille, elle n'aimait pas suivre les ordres de qui que ce soit. Donc, d'être soumise à une autorité religieuse, déjà, elle, c'était fini. Puis mon père était un anarchiste à sa manière, fait que les deux ensemble formaient un couple irrécupérable. Mais ça, j'imagine, j'ai l'impression que c'était pas très répandu, des familles comme ça, mais en même temps, je me rappelle, je pense que c'est Fernand Dumont qui disait... que dans le fond, les Québécois n'étaient pas de grands croyants. On était attachés au rituel de la religion catholique, mais c'était pas une croyance qui était enracinée. C'est pour ça que la Révolution tranquille a balayé tout ça assez rapidement. Je sais pas jusqu'à quel point... C'est une hypothèse que... Moi, je la suivrais, cette hypothèse-là. Je l'examinerais. Parce que ça correspond tout à fait à ma jeunesse. Moi, Dieu, ça m'a jamais... Je me suis jamais impressionné par Dieu, mais... Le rituel, j'allais à la messe parce que c'était beau, avant Vatican II. Parce que les prêtres étaient déguisés de toutes sortes de façons, ils étaient mauves, ils étaient jaunes, c'était beau. Puis ils parlaient dans une langue qu'on ne comprenait pas. Qui était le latin. Puis il y avait une orgue, orgue qui jouait. Alors on entendait l'orgue, le latin, l'encens. On pouvait pas, puis l'église, on ne pouvait pas être insensible à ça. Mais l'hypothèse est forte, mais il faudrait voir. On n'était peut-être pas si croyants que ça, après tout. Mais ma mère n'était pas toute seule dans sa famille. Puis il devait y avoir d'autres femmes comme ça qui ont mené ça. Mais on n'en a jamais parlé, évidemment, parce que c'est la honte nationale d'avoir des athées en 1950. Ben oui. Bon, moi, j'ai déjà parlé un peu. Je tente de méditer sur une base régulière et cultiver le moment présent. Et il y a un texte, je pense que c'est 2 textes, mais Face de rat. Le texte Face de rat qui parle d'acceptation, en fait. Et moi, ça m'a interpellé par rapport à ça, à le lâcher-prise, la méditation. Et dans le fond, le texte, vous vous rappelez les noms que vous vous donniez dans la cour d'école. Et je vais vous citer un extrait parce que c'est vraiment très beau. En tout cas, moi, j'ai trouvé... Et j'ai grandi, je suis devenu un homme et j'ai toujours appliqué la petite leçon apprise dans la cour d'école. Je me suis trouvé beau à toutes les étapes de ma vie. Mes amours, mes enfants et mes petits-enfants, mes terres et mon petit tracteur, la forêt boréale, l'orignal qui marche dans l'eau peu profonde d'un lac magnifique, le loup qui le poursuit, les arbres en automne, la route isolée, les sentiers dans le bois, chasseurs et nus, troqueurs sans jamais demander l'avis de quiconque. J'appellerais cela l'indulgence ontologique. Et je trouvais que l'indulgence ontologique... En tout cas, je trouvais que c'est un concept merveilleux qui est un peu une espèce de version philosophique de la bienveillance. Tout à fait. Tout à fait. C'est une définition de la bienveillance.
qui dit que... Bon, quand le texte, je pense, c'est celui-là ou un autre, peu importe. Quand j'étais petit, moi, toutes mes tantes, ils me disaient que j'étais beau. Ma mère me disait, tu sais que ta mère, c'est suspect, c'est correct. Là. Ça va te le dire que t'es beau, même si t'es laid. Quand même. Mais mes tantes le disaient, et tout ça. Puis j'ai intégré cette idée que c'était à moi de décider. Puis l'école m'a confronté à l'obstacle, c'est-à-dire que là, t'es plus beau dans le cours d'école. Non. C'est des intimidateurs. Ouais. Et dans l'ancien temps, le mot n'existait même pas. Non. Personne s'en occupait. Arrange-toi, mon petit gars. Fait que t'arrives d'une cour d'école, puis c'est le plus gros, puis c'est le plus fort, puis c'est ces fameuses insultes. T'as une face de cochon, t'as une face de grenouille, puis là, tu te fais dire le contraire de ce que tu t'es fait dire dans le cocon familial. C'est confrontant. C'est dur. Ouais. Moi, ça n'a pas été dur pour moi, parce que, pour toutes sortes de raisons, mais je voyais des jeunes de mes amis, ou d'autres que je connaissais même pas, mais qui souffraient énormément, qui étaient extrêmement vulnérables sur le plan psychologique, et même sur le plan physique. Ouais. Je ne veux pas amoindrir les souffrances c'est ça. Et les cas, mais souvent, on était dans la joute oratoire, en fait, mais vulgaire. Et parfois physique. Oui. Nous autres, dans Pointe-aux-Trembles, ça se battait. D'ailleurs, j'ai eu un échantillon en allant à la première journée d'école avec il y a un autre texte qui s'appelle, je ne sais pas si c'est là-dedans, Trépanier le haineux, le visage pourpre de Trépanier le haineux. Il s'appelait Trépanier, bien sûr. Puis je me suis battu à la première journée d'école. Et puis j'ai reçu des coups de poing sur le visage, mais t'es tout petit, là. T'es tout petit. Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? J'en sais rien. D'ailleurs, on était près de la quincaillerie La Tendresse. Autant de violence à la quincaillerie La Tendresse. Mais on se frappait avec nos poings, mais les professeurs nous avertissaient parce qu'il y avait eu à Montréal un petit gars qui était mort, qui avait un coup sur la tempe, puis qui était mort le lendemain. Alors, ils nous disaient aux autres de ne pas frapper la tempe. Mais frapper, mais pas la tempe. Pas la tempe. Mais c'est un autre monde, c'est un monde préhistorique, évidemment. Mais c'est vrai que tout jeune, à la cour d'école, j'ai gagné ce point qui m'a servi toute ma vie, c'est l'indulgence envers moi-même. Ne pas me demander trop à moi-même. Puis de me trouver moi-même beau, ça c'est un conseil que je donne à tout le monde, de ne pas attendre les autres, parce que les autres, ils sont pas fiables. Ils sont de mauvaise foi quand ils te regardent. C'est toi qui décides ça. Et pour le reste, tu as une vie, tu n'en as qu'une seule. Donc arrange-toi pour... Puis là-dedans, il y a... On n'est pas loin du bouddhisme, là, d'une certaine façon. J'ai eu une conversation récente avec ma fille qui va avoir 19 ans, puis qui est très tendue actuellement, elle termine son cégep, elle s'en va en droit, puis elle travaille comme une folle, puis tout ça, puis j'arrête pas de lui dire, écoute, c'est pas la fin du monde, tu pourrais te reposer, puis écoute, respire par le nez, puis écoute, fais comme ton père. Puis moi, je suis un grand, grand praticien de la méditation depuis que je suis jeune. Ah oui? Ben oui, depuis que je suis jeune, d'ailleurs. Donc... il y a encore aujourd'hui? Oui, je continue ça jusqu'à... Il y a des périodes, je trouve ça difficile. J'aimerais bien que mon dernier souffle soit un souffle méditatif. Après ça, c'est fini. Il est parti. Mais j'ai toujours pratiqué ça. La lenteur, la respiration, l'introspection, la poétique de mon fort intérieur, des choses comme ça. Moi, ça me fait du bien. Je pourrais le faire en prison à Bordeaux, je pourrais le faire sur une banquise, je le fais dans un véhicule, je le fais. Mais autant... faut faire attention, là. Tu sais, c'est pas le bouddhiste, le visage. Non. Le nuage du bouddhiste peut flotter, mais à un moment donné, il vient noir, puis il tombe, puis ça remonte, puis ça tombe. Moi, je pleure souvent aussi. Autant je vais faire de la méditation, autant je vais pleurer. Ah, mais n'empêche pas l'autre. Puis je m'arrange pour pleurer tout seul dans mon char. Parce que là, je suis dans mon automobile. Pas de témoin, puis tout ça. Ce qui veut dire que pour tout être humain sur Terre, depuis le début de l'humanité, la vie est aussi des obstacles, des défaites, des peines. En fait, il n'y a rien qui dure. Puis c'est tough. Les bons moments ne durent pas, mais les mauvais non plus. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc, ce n'est pas un jardin de roses. Et la méditation n'est qu'une relaxation à temps de tension. Vous parlez de vieillesse aussi. Je trouvais que c'est bon. Moi, je m'en viens tranquillement vers les eaux de la vieillesse. Je suis encore... encore de très bonnes années. Oui, tout à fait. Mais quand même, ça commence à me... J'y pense plus que j'y pensais. Oui, et bon, vous avez des textes très intéressants sur la vieillesse. En fait, vous dites, arrêtez de me dire que je suis jeune, c'est pas vrai. et là, vous parlez de l'idée de vieillir. Il n'est pas de millésime pour les humains. La jeunesse est très ancienne. Elle existe depuis toujours. Elle est au moins aussi ancienne que la vieillesse. Et je trouvais ça, même que on pourrait dire que la jeunesse
est plus vieille que la vieillesse, puisqu'elle est arrivée Ben en oui, premier. puisqu'elle, forcément, est arrivée en premier. Bon, j'ai l'impression qu'on est dans une époque, mais je n'ai pas l'impression, j'en suis certain, où la vieillesse, évidemment, on le sait, c'est mal vécu. On a de la difficulté avec les vieux. On a de la difficulté avec le fait de vieillir. Et je trouve que dans votre livre, il y a une réflexion vraiment intéressante sur les vétérans de la conscience, les vieux, ce que ça peut nous apporter. J'imagine que vous le remarquez aussi parce que vous êtes dans cet âge-là de la vieillesse. Il y a... elle est inévitable, la vieillesse. Donc, on a beau... Tu sais, on m'a déjà demandé ce que je pensais de la jeunesse d'aujourd'hui. Je pense toujours la même chose. Les jeunes sont toujours des vieux en puissance. Ben oui. Ils deviendront vieux. Les données, les cartes ne vont pas changer. La vieillesse, c'est une série de deuils. Ouais. C'est bien plate. Oui. C'est vraiment pas le fun. Je peux en témoigner. Puis combien des milliers de personnes peuvent en témoigner? Ouais. Parce que c'est des deuils de fonction physique, d'abord. Tu n'as plus la même station debout. Tu n'as plus les mêmes genoux. Ouais. Tu n'as plus la même énergie. Tu n'as plus la même vivacité physique. Ouais. Tu sais, à 40 ans, tu vas tomber, tu te relèves, il ne s'est rien passé. Ouais. À 60, moi, mon âge tombé, c'est un drame. J'ai de la misère à me relever. Ah ouais. J'étudie tout ça. Ça ne marche pas. Là, je ne suis pas supposé tomber. Ça, c'est physique. Donc, puis tu perds ta force, puis tu perds ta vivacité. Puis comme disait mon père, tu deviens vieux le jour où tu sais que si un bandit rentre dans la maison la nuit, tu ne pourras pas gagner. Là, t'es vieux à ta barnouche. Puis j'y pense des fois. Je me dis, là, s'il y a un vieux, s'il y a un méchant qui rentre la nuit, avant, je me disais avant, je souhaitais qu'il en rentre un. Pour vous coltailler avec lui. Passer ma colère sur le monde. Il aurait mangé. C'est jamais arrivé? Tout le monde... Non, c'est jamais arrivé. Mais si c'était arrivé... On lance un appel? Non, là, il est trop tard. Ne visitez plus le vieux, il ne peut plus se défendre. Pour un homme, là, je parle du point de vue d'un homme, oui. L'homme qui ne peut plus se défendre, c'est qu'il fait deuil de sa générosité physique ou même de sa force physique. Ouais. Sur le plan psychique, là, la joute est encore plus vicieuse. Ah oui? C'est-à-dire, dans le sens que si tu peux garder ta tête, t'es content. Oui. Puis t'es heureux. Mais j'avais l'impression que c'était là l'avantage. En fait, c'est que l'accumulation d'expérience... Mais ça, c'est la combinaison parfaite. Mmh. Ton corps peut te laisser tomber. Quelqu'un qui fait de la radio ou qui écrit des livres... Tu sais, personne ne sait quand j'écris que je reste assis, puis je pourrais me lever. Il n'y a personne qui sait que je suis au micro, que j'ai plus de jambes, puis que j'ai pas de station. Mais là, on le sait. Hein? Vous nous le dites. Oui, je le dis. Oui, je sais, tout à fait. Un peu partout, mais la tête. Alors ça, c'est une autre angoisse. Et chez la femme et chez l'homme, c'est la peur. La peur des pertes de mémoire, la peur de sénilité, la peur des fonctions cérébrales. Et puis quand t'es vieux, tu deviens fragile en maudit. T'as oublié. Quand t'as 40 ans, t'as oublié tes clés, tu dis j'ai trop bu d'alcool. Mais quand t'as 80, t'as oublié tes clés, tu dis c'est parce que j'oublie mes clés. Et là, c'est dangereux. Moi, je suis chanceux. Je me compte chanceux dans tous mes malheurs. J'en ai beaucoup. J'ai ma tête. Et tant que je l'aurai, je vais être bien content. Parce que l'immense tragédie du vieillissement, c'est sombrer dans l'oubli, c'est sombrer dans... C'est perdre c'est vraiment littéral, là. C'est pas dire sombrer dans l'oubli, les gens nous oublient, c'est sombrer nous-mêmes dans l'oubli. L'oubli de nous-mêmes. Ben oui. Et on sait que beaucoup de gens vivent ces tragédies aujourd'hui. J'ai envie de vous utiliser votre sagesse parce qu'il y a beaucoup de textes sur la lecture. Il y a une partie complète qui s'appelle « Lis ou meurs ». Moi, la lecture, c'est très important dans ma vie. C'est ma mère qui me l'a transmise. Mais j'ai de la difficulté. Et là, je veux savoir, avec mon garçon, qui a 15 ans, je l'ai amené à la grande bibliothèque très jeune. J'aimerais qu'il soit un lecteur. Comment on fait pour transmettre le goût de la lecture? Beaucoup de gens se posent cette question aujourd'hui, en 2019. Avec les écrans, avec la présence des écrans, bon. Avec la compétition. Oui. La compétition pour la fiction, la compétition pour l'imaginaire, la distraction des jeux, etc. Qu'est-ce que c'est que de lire? Bon, premièrement, je ne serai pas de mon conseil, mais j'ai une première observation intéressante, c'est que ma fille a 18 ans et elle n'a jamais lu une ligne de ce que j'ai écrit. Puis j'ai écrit 21 livres. Sauf... Est-ce qu'elle a lu d'autres livres? Ou aucun? C'est ça, j'arrive. Sauf des passages qui sont utilisés au cégep, qui
leçons de son père. lecture obligatoire. Son père. Elle découvre son père à travers le cégep. Ouais. Elle lit d'autres livres parce Ouais. que c'est une bonne étudiante. Ouais. Puis ils ont un beau programme Ouais. de lecture depuis qu'elle est jeune. Mais sa mère est en train de lire folle parce qu'elle voudrait qu'elle lise beaucoup, puis qu'elle lise tout le temps, puis etc. Puis là, l'utilisation d'une tactique qu'aucune femme ne veut avouer, mais que beaucoup de femmes utilisent, mais ils ne l'avoueront jamais, c'est de donner de l'argent à son enfant Pour lire des livres. pour dire, ben regarde, si tu lis, puis si tu me fais un rapport, c'est une pédagogie. Vous savez que j'ai essayé ça. Ben ouais, une pédagogie parallèle, je vais te donner, je sais pas quoi, là, un montant d'argent, puis comme les jeunes, ils pensent qu'ils pensent qu'il a gagné 20 piastres ou 40 piastres. Ils pensent que c'est la fin du monde qu'ils sont riches parce qu'ils peuvent aller à Carrefour Laval s'acheter de maudites niaiseries, mais ils seront contents. Mais j'ai essayé ça avec mon garçon, ça n'a même pas marché. Non, c'est possible. C'est possible. Mais je me dis, il reste la tortue. Les graines... Non, mais je me dis, la graine est plantée. On verra. C'est ce qu'il faut quand elle sortira. C'est ce qu'il faut se dire aussi. On l'a dit au tout début de l'entretien, laissons le temps au temps. S'ils ont vu des livres, mais c'est vrai qu'il y a un premier pas à faire. Découvrir que dans un livre, il y a un univers total et entier. Et ça, vous le décrivez bien dans un de vos textes. Comment vous étiez un grand lecteur quand vous étiez jeune, que vous pouviez lire n'importe quoi. Puis moi, je suis un peu comme ça. Je pense pas être un aussi grand lecteur, vraiment pas. Mais moi, j'adore lire sur n'importe quoi. Les sujets qui, à la prime abord, m'intéressent pas. Et la lecture, moi, ça a été vraiment important. Je n'étais pas à l'époque des écrans omniprésents, mais quand même, là, je veux dire, il y en avait. Mais j'aimerais pouvoir transmettre ça, en fait. Mais à l'époque de l'ancien temps, quand j'étais jeune, les gens ne lisaient pas tant que ça autour de moi. Nous, à la maison, oui. Parce que c'est une situation particulière, mais mes copains que je connais, là, c'était pas... le Québec n'est pas une terre si accueillante pour les intellectuels. Ça lisait pas plus qu'il faut autour de moi. Mais il y a ces fameux cours classiques aussi. Moi, j'ai eu un gros coup de marteau de ma mère, qui nous obligeait, d'ailleurs, nous autres. C'est vrai, ma mère nous obligeait, elle comptabilisait le temps. Là, de lecture? Mettons qu'on jouait au hockey, patinoire extérieur l'hiver, on adorait ça. Bon, on se prenait tous pour des joueurs de hockey, on pensait tout. Dans Pointe-aux-Trembles, on pensait tous qu'on s'en allait directement à la NHL. C'est encore possible à cette époque. C'était pas un sport, parce que maintenant, c'est l'élite qui a les moyens de jouer dans les hauts niveaux qui vont les amener dans la Grande Ligue, alors qu'à l'époque, il y avait encore du dépistage, je pense, dans les patinoires extérieures. Absolument. Et l'Académie Roussin avait une équipe. Puis Rod Gilbert est devenu un grand joueur de hockey pour les Rangers de New York. Jean Rattel est devenu un grand joueur pour les Rangers aussi. Et les Bruins. Donc, on était une petite pépinière, puis nous autres, ça nous faisait rêver, évidemment. On pensait tous qu'on s'en allait jouer dans la Ligue nationale de hockey. Moi, je l'ai dit, écrit, je voulais être gardien de but des Red Wings de Détroit. Ah oui? Oui, j'étais un bon petit gardien de but. Mais tu ne peux pas devenir un gardien de but de la Ligue nationale puis faire des études en même temps. Alors, je ne l'ai pas fait, évidemment. Vous auriez remplacé, c'est Terry Sawchuk à l'époque? J'aurais remplacé. Écoute, non, vous avez de la culture. J'ai beaucoup trippé sur le hockey plus jeune et j'avais des livres que mon père avait quand il était jeune. C'est ça. Des années 50-60 de hockey. Fait que moi, je lisais sur Johnny Bauer, Terry Sawchuk, considéré comme un des plus grands gardiens de but de tous les temps, Terry Sawchuk. Mais c'était un petit gardien de but. Oui, il y a eu des grands gardiens de but par la suite, évidemment. Mais je pense que c'est Patrick Roy qui a battu son record de blanchissage. C'est Terry Sawchuk qui l'avait. C'est tout à fait vrai. On devrait faire une émission de radio sur le sport. Moi, j'ai une balado, j'ai un canal de diffusion, M. Bouchard. Oui, on va faire des fois, on fera du sport. Ça sera le fun. Maintenant, quand on rentrait de jouer des heures interminables de hockey, là, on rentrait à la maison... C'est pas question de regarder la télévision. Non. Maman nous disait 2 heures de hockey, 3 heures de hockey, 2 heures de lecture. Soyez-vous. C'était vérifié, là. Mais c'est drôle que vous disiez ça parce que moi, c'est mes premiers souvenirs de lecture de plaisir, là, c'est de jouer au hockey dehors toute la journée, de revenir, prendre un bain, manger un spaghetti avec la soupe à l'oignon gratiné de mon père, qui était la tradition du samedi, et après ça, lire des Tintins en pyjama. Ça s'appelle une jeunesse heureuse. Ouais. C'est beau, ça, avoir des souvenirs comme ça. Bon, écoute, ça fait longtemps, là, puis je veux pas trop vous retenir, mais je continuerai longtemps, mais je veux parler du texte, Le mal du pays. On a parlé un peu tantôt, la capacité des Canadiens français de l'époque, nos ancêtres, de sillonner l'Amérique. Mais vous abordez l'idée que je trouve intéressante, que j'ai pas lue souvent ailleurs, cette idée que Jacques Cartier et les autres navigateurs et explorateurs n'appréciaient probablement pas la beauté du paysage quand ils sont arrivés, qui était beaucoup dans l'idée de conquérir, de faire plier la nature. Ah ben ça, c'est sûr. L'Européen... Les seigneurs, vous dites aussi, est-ce que les seigneurs aimaient leur seigneurie? Oui. Ou c'était pas juste une ressource à exploiter?
et une condition sociale de supériorité et des ressources exploitées et puis des gens exploités aussi qui sont les censitaires. Oui. Mais la tradition européenne, dans l'histoire de l'Europe chrétienne déteste la nature. Ouais. Oui, elle doit la sauver. Et d'ailleurs, c'est dans la Bible, c'est dans la religion. L'Europe a déforesté. Et en l'an 1000 déjà, c'est très avancé. En l'an 1500, au moment où Jacques Cartier arrive ici, l'Europe est déforestée. Toute la Méditerranée, toute la Gaule chevelue, l'Espagne chevelue, ça n'existe plus. Ça, tout est coupé. Donc, les Européens sont très agressifs envers la nature. Ils coupent. Ils veulent pas de forêts virginales, de grandes forêts, de forêts sauvages. Ils arrivent ici, ils découvrent quelque chose qu'ils ne connaissent pas du tout, qu'ils n'ont jamais vu, et qui s'appelle les épinettes. C'est ça, exactement. C'est comme Richard Desjardins, il dit contre les maringouins, il me dit contre les aiguilles d'épinettes qu'il y a au Québec. C'est sur un gros projet de recherche. Maintenant, ils n'aiment pas cet arbre. Cet arbre est primitif, cet arbre est pointu, cet arbre est rugueux, cet arbre aussi accompagne un climat froid, un climat... Tu sais, c'est austère, austère, c'est mélancolique, c'est austère. Or, quand ils arrivent, Jean Cartier arrive vers la Côte-Nord, le Labrador, Terre-Neuve, et puis il va descendre à Tachewan, Mingan, Sept-Îles, puis là, il va s'en aller en Gaspésie, puis il haït les Il faut quand même s'imaginer que ça... pas grand-chose à voir avec ce que c'est aujourd'hui aussi. Là, À l'époque, c'était non. Lui, ce paysage-là n'a pas trop changé. Ce paysage-là, c'est les mêmes épinettes. Des fois, je pense à Tadoussac. Quand on prend le traversier aujourd'hui, tu regardes les épinettes, c'est montagnes. Je dis souvent, les petites épinettes, là, c'est montagne, c'est rond. Les chicots. Je me dis, les petits chicots, c'est peut-être les mêmes qui étaient à l'époque de la quartier. Ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé. Le décor n'a pas changé. Le décor du subarctique et de la boréalie est un décor stable. Qui n'a pas beaucoup changé. Et la Côte-Nord, Jean Cartier va dire, c'est la terre que Dieu donne en caille. Fait qu'il déteste la roche, il déteste les Indiens qu'il voit là, il déteste, qui sont les Inuits, il déteste le paysage. Il déteste le paysage parce qu'il fait froid. Et qu'ils ne sont pas préparés du tout. Parce que manifestement, on ne pourra pas coloniser et faire des terres. C'est pas propice. La fortune, il ne voit pas la fortune. Il va la voir. Champlain était pareil. Champlain détestait le Saguenay, détestait, comme on dirait aujourd'hui, Champlain détestait Chicoutimi. Il détestait les épinettes. Pas compliqué. Ils se sont réconciliés avec l'Amérique quand ils sont arrivés avec Trois-Rivières. Autour de Trois-Rivières, Montréal, là, ils retrouvaient les paysages. Donc, il y avait des feuillus. Des feuillus. C'est tout ça, on dirait, des forêts de feuillus. Comme en Europe. Puis ils voyaient des prairies naturelles. Puis ils trouvaient ça plus doux. Donc là, il était plus de bonne humeur. Mais tout le Nord, puis comme le Québec, éventuellement, va s'établir comme étant une province canadienne qui a 80% quasiment de son territoire qui est nordique, il y a une ambiguïté là, qui va s'établir. Aime-t-on ça? Est-ce qu'on aime ça? Je voulais vous amener là parce que je me demandais qu'est-ce qui nous reste de ça? Parce que je trouve... En fait, j'essaie de faire le lien avec notre rapport actuel avec le territoire, avec le patrimoine bâti. J'ai l'impression que des fois, les Québécois francophones n'ont pas cet attachement-là. Puis je me demande, quand j'ai lu ça, je me demande, est-ce que ça vient de là? Probablement. Tu sais, quand on se promène avec dans les villages anglophones, souvent au Québec, moi, je trouve qu'ils sont mieux entretenus. Il y a un souci de la conservation qu'on trouve moins. On a certains de nos villages qui sont très, très beaux, mais qui datent de la fin du 18e puis tout le 19e. Donc, ce qu'on appelle les cultivateurs prospères. Des villages comme... sauf dans la vallée du Saint-Laurent, tout près du fleuve. Jusque dans le bas du fleuve. Des belles maisons. Quand on prend le chemin du roi, on en voit encore. C'est beau. Mais on l'a pas valorisé, on l'a pas cultivé, on l'a pas conservé, mais il reste là, il a traversé les âges. Mais généralement, le Québec est laid dans le bâti humain. Mais nous, on l'a transposé sur le plan culturel en disant il est aussi laid dans le paysage naturel. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus beau dans la Douce-France, c'est beaucoup plus beau au Portugal, c'est beaucoup plus beau n'importe où dans le monde, mais pas le Québec. Mais c'est faux. Parce que le Québec a de très, très beaux paysages. C'est pas juste Charlevoix et la Gaspésie. Non. Le nord québécois... Moi, je vais en Abitibi, je trouve ça beau. C'est ça, voilà. Mais là, c'est ça. C'est ça l'inversion. Commencer à trouver les choses belles de la boréalie, de ces fameuses épinettes dont j'ai fait la promotion toute ma vie. Mais aujourd'hui, on reste déchiré. Il y a toute une jeunesse qui aime le Québec maintenant, qui découvre par des sports,
les nouveaux sports qu'on n'a pas connus, qui n'existaient pas, comme qui n'existaient pas dans mon temps. Comme dans les skis, les chic-chocs. Oui, l'escalade, le canot. Tu sais, je rencontre des jeunes qui ont descendu la Coxoa, qui ont descendu... ils ont fait des circuits extraordinaires en canot, en kayak. Il y a toute une nouvelle génération qui profite et qui voit la beauté. Mais le bel exemple à donner, il est celui-ci. L'Abitibi, on parle d'Abitibi. L'Abitibi, c'est magnifique, l'Abitibi, mais c'est dans le nord. Oui. C'est dans la zone nordique. Donc, ça veut dire que sa beauté ne tient certainement pas sa beauté tient à son ciel, à ses couchers de soleil, à ses forêts d'épinettes, et etc., etc. Mais mon Dieu, je suis content parce que moi, on a ri de moi cet été quand j'étais allé à Rouyn-Noranda, puis moi, j'ai eu la chance d'avoir un ami qui m'a prêté une décapotable pour aller en Abitibi, et je trouve que le ciel est gigantesque. Ah ben, on est déjà dans l'ouest. Et tout le monde rit de moi quand je dis ça. Ben non, je trouve qu'il est plus large, il est plus épais. C'est pas pour rien qu'il stationne en 45 degrés. C'est qu'on est déjà rendu dans le Far West, dans les ciels de l'ouest. Ouais. Alors, cette Abitibi d'épinette noire, qui a eu tant de misère avec la colonisation et les mines, c'est un très bel endroit. En 1900, tranquille, au début du 20e siècle, révolution russe, un grand artiste russe s'en va en exil à New York, Rachmaninov. Oui. Rachmaninov, compositeur. Ouais. Il s'en va à New York et il fait une dépression nerveuse profonde à New York. Il ne peut plus retourner chez lui, puis il l'écrit. Ce qui me manque, c'est les grandes forêts mélancoliques de la Russie. Les gens sont sans culture, sont des ignorants totaux, des ignorances crasses totales, sont à New York. Il aurait pu sauver Rachmaninov. Ouais. Lui dire, écoute, on s'en va en Abitibi, baptême. On saute dans le char, on s'en va en Abitibi. Puis là, tu vas composer de la musique, mon grand. Parce que ferme tes yeux. Quand tu es au nord d'Abitibi, ferme tes yeux. Ouvre-les, tu te penses en Russie. Tu te penses en Russie. C'est pareil. Donc, on aurait pu... Mais on n'a jamais valorisé. Le clergé ne l'a pas valorisé. Ouais. On n'a jamais valorisé notre nordicité. Moi, j'ai toujours l'impression, ça me fascine à chaque année qu'il neige, que les gens allument. On est comme jamais préparé. On dirait que c'est toujours une nouvelle affaire qui n'est jamais arrivée. Ben, on a créé avec les médias, c'est sûr, une anxiété météo. C'est le canal continu, c'est la façon d'en parler. Les Américains, la façon d'en parler aux nouvelles américaines, c'est la folie quand ils parlent de météo. Ils sont fous. Arctic Blast. Mais le réchauffement a un lien. Là. C'est même juste ce con, en tout cas. Nous autres, quand on était jeunes, il n'y avait rien de ça. C'est sûr qu'il n'y avait pas d'écologie, il n'y avait pas d'environnement. Mais je me souviens dans ma jeunesse de tempêtes de neige qui méritaient le nom de tempête. Méritaient le nom de tempête. Mais là, est-ce qu'il n'y a pas les souvenirs d'enfance et la patine des souvenirs d'enfance qui vient... Non, le banc de neige, il est là. Écoute, un banc de neige, ça reste un banc de neige. Là, qu'on soit petit, qu'on soit gros, qu'on soit grand. Non, il n'y a pas de nostalgie là-dessus. Puis d'autant plus que c'était des époques dures pour le déneigement, tu sais, aujourd'hui, je regarde ça. On a eu de la neige à Montréal. Puis je suis sorti ce matin-là. Hey, la machinerie qu'il y a dans les rues de Montréal, des payloaders de mines, tout est flambant neuf. Ouais. Tu peux enlever une rue complète dans ta pelle. Mais ils le font d'ailleurs, ils refont chaque année, c'est ça le problème. mais je sais pas, non, notre anxiété météo est à cause des changements climatiques, mais aussi notre façon d'en parler. Notre refus aussi de vivre la nordicité. Ben ça c'est plate, ça. Oui. Commencer à trouver qu'il fait fret au Québec, c'est particulier. Mon père a toujours dit, je devrais pas dire ça, mais bon, Dieu est son âme, il a toujours appelé la neige la marde blanche. C'est très répandu. Ouais. C'est très mauvais de dire ça, mais c'est très québécois. Ouais. Mais il n'y a pas juste des Québécois. Tu vas en Europe et tu t'aperçois que les Européens ont tendance à être au Maroc en hiver. Puis tu vois tous les Allemands débarquer. L'hiver en Europe, des fois c'est froid, mais souvent c'est pas. Parce que nous, c'est vrai que les temps modernes font que les Québécois vivent dans le Sud. Si tu ne vas pas dans le Sud 2 fois par année, tu n'es pas un bon Québécois. Ça, j'inclus tout le monde. Ouais. Sunwing peut s'acheter des avions en masse parce que... Grâce à ça. On descend dans le Grâce Sud. à cette impulsion collective.
Abitibi. Mais à force de faire ça, tu dévalorises ton propre pays. Moi, je ne suis pas un économiste, mais sur le plan financier, tu dépenses beaucoup d'argent dans le Sud, collectivement. Qui pourrait être investi en Abitibi? Qui pourrait être investi en Abitibi pour développer un culte bouddhiste de l'épinette noire. Je parle de nordicité parce que ça me rappelle Bernard Arcan. Dans une ancienne vie, j'étais reporter pour une émission TV5 et je l'avais interviewé sur l'hiver, sur la nordicité, parce que je l'avais découvert et votre travail et celui de Bernard Arcan dans la série des lieux communs. Du pâté chinois et du baseball. Et j'avais envie de parler de la thèse de doctorat de Bernard. J'avais aimé beaucoup parce que vous faisiez de la radio ensemble, je pense, à l'époque. On a fait beaucoup de radio ensemble. D'ailleurs, les lieux communs, ça a duré des années. Ouais. Moi, j'ai commencé la radio comme ça. Ouais. J'ai commencé en 92 en faisant des lieux communs avec Bernard Arcan. Donc, pour les auditeurs et auditrices qui s'en rappellent pas, c'était des réflexions, c'était un petit peu clin d'œil aux mythologies oui, c'était Barthien. De Barthes, ouais, c'est ça. Donc, de réfléchir sur des lieux communs de la société, de la vie quotidienne de tous et chacun. Puis il y en a 5 publiés, des livres comme ça. On a fait 6 ans, je pense, à la radio ensemble. Ensuite, on a beaucoup travaillé ensemble sur des expositions de musées. On travaillait souvent ensemble. Ouais. Et c'était le fun parce que lui, c'est un académicien. Ouais. C'est un savant. Ouais. C'est un docteur de Cambridge. Mais vous aussi, vous êtes docteur. Moi, je suis docteur aussi, bien sûr, docteur de McGill. Mais pourquoi il était plus que vous? Oui. Moi, je n'ai jamais été un académicien. Moi, je n'ai jamais été capable de rester de demeurer dans le cadre conventionnel de l'académie. Ouais. Une manière de dire que je raconte n'importe quoi. Et les lieux communs, c'est ce qu'on faisait. Lui, il était plus savant. Ouais. Moi, j'étais le plus poète. Ouais. Et on tournait autour de n'importe quel sujet. D'ailleurs, on a fait tellement de sujets. Mais Bernard, pour ce qui est de sa thèse... Oui, parce que bon, je parle de c'est les Cuivas. Les Cuivas, c'est un petit peuple de chasseurs. Oui, en Amérique du Sud. D'Amérique du Sud. Oui. Et dans le fond, c'est sa thèse de doctorat à l'époque qui n'a jamais été publié, qui disait « Ah, à un moment donné, je vais le faire. » Qui était même sous clé. Ah ouais, à ce point-là. Que ne devienne jamais public. Pour des raisons très politico-réalistes. On est revenu à ça, si Bernard était vivant encore, parce qu'il est mort depuis 10 ans. Oui. Il pleurait toutes ses larmes de son corps, sachant que le Brésil a recommencé le harcèlement. Oui. Envers les chasseurs, envers les petites populations dans la jungle pour pouvoir les déplacer. Comme les Américains le faisaient pour les Indiens au 19e siècle, c'est-à-dire, regarde, t'as plus de place. Nous autres, on coupe tout. On fait des grands champs, on va faire des grandes productions. On fait de l'extraction. Puis t'as pas de droit, puis je veux pas te parler. Puis puis si tu t'obtempères pas, j'envoie l'armée, puis etc. Bon. À l'époque, en Bolivie, les colons tiraient les Indiens à vue. En fait, ils utilisaient pour travailler un peu quand ils étaient tannés. Quand ils pouvaient les utiliser, ils utilisaient. Ouais. Mais s'ils n'obtempéraient pas, là, les rebelles, les délinquants, les gens qui ne voulaient pas, ils pouvaient les tirer à vue en toute impunité parce qu'ils étaient enregistrés dans aucun registre. Donc, le meurtre parfait dans la société, c'est quand tu as tué quelqu'un qui est enregistré nulle part. Parce que le problème, quand tu as tué quelqu'un, c'est sa carte de crédit, c'est sa carte d'assurance sociale, c'est son compte en banque. Maudit problème. Maudit problème. Mais un Indien Cuiva, il n'y a pas ça. Non. Donc, sa mort n'est rapportée nulle part pour l'État. Et donc, Bernard, c'est sa thèse, il s'en va vivre avec eux. Oui. Pendant 2 ans, c'est ça? 2 ans. Et c'était à la grande époque des terrains en anthropologie. Lui, il était étudiant de Cambridge. Il était béni des yeux, Bernard. D'abord, c'est un des 3 frères Arcan, Denis et Gabriel. Et lui, il est venu au monde dans un des plus beaux villages du Québec, Deschambault. On parlait de beaux villages. Il a été bien élevé dans une bonne famille, une bonne éducation. Et puis, il s'est ramassé en Angleterre, à Cambridge, pour faire un doctorat en anthropologie, c'est pas rien. Le livre l'explique. Il rencontre il tombe en amour. Une belle Danoise, Ulla Hoff, toute jeune, et qui va être sa femme pour toujours, qui vit au Québec aujourd'hui, et qui a été l'instigatrice de la publication de la thèse. Sa thèse a été sous-scellée pendant des décennies pour protéger les Cuivas. L'idée, c'était pour pas que le gouvernement là-bas ou les colons là-bas aient des cartes pour les localiser. Wow. Il fallait pas qu'ils révèlent... Oui, parce que c'est un peuple nomade. Nomade.
semi-nomade. Aujourd'hui, je ne sais pas où ils en sont rendus, mais à l'époque de Bernard, il était nomade. Tu sais, c'est les gens là, que tu vois dans les vieux documentaires. Mais d'ailleurs, il existe. On peut le voir, le documentaire de National Geographic, et on voit Bernard avec eux. Oui, quand il était jeune. Oui, voilà. Alors, ça, c'est beau. Ben oui. Bernard, quand il était jeune. Ben oui. Mais tu sais, c'est des gens qui ont la coupe Beatles, avec des petits caches-secs, des flûtes empoisonnées, là, puis qui empoisonnent Tintin, qui s'en va sur l'Orénoque. C'est magnifique, parce que là, Bernard, il vulgarise sa thèse là-dedans. C'est intéressant, tout ce qu'il raconte. Et puis, comment ça a été difficile aussi? Comment il y a entre autres. C'était difficile, 2 ans. Là. Et puis, la drogue, c'est la société qui se drogue. C'est intéressant de voir des sociétés traditionnelles qui du samedi soir, tout le village est complètement parti en même temps. La nourriture, les croyances. Non, c'est beau, c'est beau. C'est une ethnographie tout à fait classique. Et Cuiva. Monsieur Bouchard, ce qui a été beau aussi, c'est de nous avoir offert presque 1 heure, en fait, d'entrevue. Et là, je vous ai pris au mot. On va reparler. Vous allez revenir, on va parler de sport. On va se faire des épisodes sur le sport. Moi, j'aimerais ça. Le sport, pas le sport actuel, parce que je le suis moins. Êtes-vous encore un fan de... Parce que vous êtes un fan de football aussi, je pense. Oui, tout à fait. De NFL? NFL le dimanche? Et, Oui, je suis un NFL. Mon Dieu, on va faire ça. Non, je suis un NFL depuis longtemps. Mais d'ailleurs, depuis tellement longtemps, si on en parle, depuis le temps de Yves Les Tourneaux, qui faisait des matchs en noir et blanc. Oui, pas en noir et blanc, mais je me rappelle. Les Giants de New York. Radio-Canada faisait... Oui. C'était en français. Il y avait Jean-Pierre Lebrun, éventuellement, qui l'a fait aussi. C'est ça. On avait les Giants de New York tout le temps. Ça serait moins intéressant cette année d'avoir les Giants. C'était dans la zone depuis quelques années d'ailleurs. Mais on n'avait pas... Mais j'ai vu l'industrie devenir folle, j'ai vu les expansions, j'ai vu ce que c'est devenu comme produit télévisuel. Puis... Non, ça m'intéresse. Mais je trouve quand même que la NFL... Ouais, mais moi, j'ai malheureusement décroché du hockey. Moi, j'étais un gros fan des Nordiques quand j'étais jeune. Je rêvais, j'ai joué au hockey. Ils sont tous pareils, les fans des Nordiques. Ils ont arrêté d'aimer le hockey. Oui, quand ils sont partis. Mais moi, j'ai perdu les Expos et les Nordiques. J'ai deux gros deuils. Ça fait beaucoup. Alors là, je suis fan des Dolphins de Miami. Donc, je les perdrai jamais. Non, mais c'est pas grave. Pas chanceux. Mais moi, j'ai toujours aimé les underachievers, les petits. Mais moi aussi, je souffre beaucoup parce que je suis un Bears de Chicago. Ah ouais, mais c'est quand même. Et je souffre. Ouais. Non, je veux toujours qu'ils gagnent plus, mais là... mais cette année, ils ont régressé. On pensait qu'avec Trubisky, ça allait... mais là, ça régresse. Non, ils nous promettent, puis... Mais il faut laisser le temps au temps. Hein. Oui, ils vont venir. Ils vont venir. Vraiment, merci infiniment. Moi, je rêvais de vous avoir à la balado. Vous avez accepté rapidement. On s'est croisés à Radio-Canada. Vous étiez venu parler du livre. Puis je suis vraiment content. C'est une belle entrevue, magnifique entrevue. J'espère qu'on va reprendre ça sous d'autres auspices, dont le sport, entre autres. Si vous êtes content, ça veut dire que la job est faite. Oui. Je suis satisfait. Merci. Vraiment beaucoup. C'est vrai qu'on aurait pu continuer. Mais on va le faire. Dans un autre... Vous reviendrez. Mais là, on va quand même le dire. Il faut que les gens aillent acheter l'allume-cigarette de la Chrysler Noire. On peut vous entendre assez fou. Tous les dimanches. Ça se poursuit dimanche soir, 19h. Puis, comment on appelle ça, là, en podcast. En podcast. Mais écoutez, alors oui, on est là le dimanche, 19h, tous les dimanches. Et on va vous réinviter. Tout de suite après, la soirée est encore jeune. Ah, j'ai aucune idée. Oui, c'est ça. C'est arrivé de même. Feu la soirée. C'est ça. Merci.